Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour savoir tout de l'actualité de ce projet. Et n'oubliez pas de nous donner des étoiles ou de nous laisser un commentaire sur votre application de podcast ou de balado favorite. Ceci est l'épisode 27. Boire le sang d'une vierge et autre façon de s'attirer la faveur des dieux. L'année 350 restera une année en demi-teinte pour l'empereur Magnence et son armée de Francs. Il a peut-être imaginé qu'avec sa prise de pouvoir éclair de janvier, son coup d'État allait marcher comme sur des roulettes et lui assurer le contrôle de l'Empire romain d'Occident. Et si Hannibal adorait qu'un plan se déroule sans accroc, on parle de celui de l'agence touristique, pas celui de Carthage. Magnence n'a pas eu cette chance, et le reste de l'année a vu les emmerdes voler en escadrille. Car Constantin II, le fils de Constantin le Grand, empereur d'Orient, est bien décidé à ne pas laisser celui qu'il appelle l'usurpateur Magnence s'en tirer à si bon compte. Et la bonne vieille machine à guerre civile romaine se remet donc en route après 25 ans de pause. Mais avec une petite différence cette fois. Les Francs sont maintenant clairement dans tous les coins de cette histoire, qu'ils soient Francs libres de Germanie ou intégrés dans l'Empire de la team Magnence. Nous allons donc nous intéresser dans cet épisode à la suite de cette improbable usurpation et en profiter pour aborder un aspect important de la vie des Francs dont nous avons peu parlé jusqu'à présent, la religion. Alors, dès le début 351, Magnence a compris que les belles paroles et les demandes en mariage ne vont pas suffire pour sécuriser son trône. À ce stade, il n'y a que la force qui pourra obliger Constance II à reconnaître le meurtrier de son frère, et de son cousin aussi, et de sa tante d'ailleurs. Parce que l'empereur d'Orient, sauf contraint et forcé, ne peut pas laisser impuni un criminel comme Magnence. Pas parce qu'il portait spécialement son petit frère Constant Ier dans son cœur, vu qu'il ne pouvait pas se voir d'ailleurs, mais parce qu'une impunité pareille, ça ne peut donner que de très mauvaises idées à tout un tas de gens. Magnence a regroupé son armée début 351, au nord de la péninsule, quelque part au pied des Alpes juliennes qui séparent l'Italie de la Slovénie moderne. Une armée composée de légions ibériques et gauloises, mais aussi de contingents francs et de germains. L'empereur de l'Ouest verrouille l'accès à son empire en bloquant les cols de la région et se prépare au choc à venir avec les forces de Constance II, encore au loin, dans les Balkans. Choc qui va devoir attendre un petit peu quand même. D'abord, parce qu'on combat rarement en hiver dans les Alpes pendant l'Antiquité. Et puis parce que, pour les deux empereurs, la priorité du début 351 est en réalité de réorganiser leurs domaines respectifs avant l'affrontement général. Magnence doit notamment sécuriser un minimum la frontière du Rhin. Car, vous savez bien maintenant que dégarnir la Gaule du Nord de ses meilleures troupes pour les envoyer en Italie est la recette garantie pour créer un appel d'air pour les tribus d'outre-Rhin. Des hommes qui n'attendent habituellement que ce genre d'occasion pour venir piller un empire distrait par la guerre civile. Magnence le sait parfaitement, lui qui a sans doute du sang germain dans les veines et qui vient de la région frontalière. Il nomme donc par conséquent son propre frère, un certain Decentius, comme César en charge de la Gaule du Nord avec un minimum de troupes, histoire de limiter la casse pendant qu'il s'occupe de Constance II avec le gros de l'armée. Et l'empereur d'Orient, lui, a dû réorganiser ses propres troupes, notamment en mélangeant ses légions avec celles de Vétragno, qui gardait la frontière danubienne jusqu'à la grande cérémonie de décembre 350. Et puis, il y a la trêve avec les Sassanides, qu'il a conclue avant de partir vers l'ouest à l'été, mais qui n'est que temporaire.
De toute façon, un empire aussi vaste doit être surveillé s'il s'absente plusieurs mois pour mener la guerre contre Magnence. Constance II, grand paranoïaque, va hésiter un certain temps avant de se résoudre à la seule solution crédible dont il dispose. Nommer César son petit-neveu Gallus en mars 351 et le marier à Sainte Constance, à qui sans doute il donne la mission de surveiller le gamin. Et Constance II les envoie à Nicomédie, en Turquie moderne, pour diriger l'Est, pendant qu'il prend, lui, la route de l'Ouest. Donc début 351, ça sent la poudre. On voit que tout le monde affûte son glaive ou sa spata avant le grand choc à venir. Les deux empereurs organisent leurs arrières et préparent leur armée avant l'affrontement qui doit décider du sort de l'Empire. Mais alors que les deux ont certainement d'autres serviteurs à fouetter, et contre toute attente, enfin surtout la nôtre, Magnence décide d'autoriser le retour des sacrifices nocturnes pour les dieux à Rome. Et dans tout l'Empire d'Occident pour faire le compte. Mais what the fuck? Où a-t-il bien pu aller chercher ça? Et surtout, quel est le but de cette décision un peu baroque? Et pourquoi que nocturne d'ailleurs? À moins que nous ayons affaire là à une sorte de superstition pour mettre de son côté toutes les chances et supports mystiques avant l'engagement de Titan qui s'annonce? Alors, même si ça peut sembler étrange, à la veille d'un affrontement militaire dantesque, que ce soit dans les textes ou dans les traces archéologiques, il semble bien que Magnence prenne le temps d'autoriser à nouveau la pratique de ce rite ancien de la religion romaine, banni par Constant 10 ans auparavant. Un petit amendement législatif que les adeptes de la vieille religion accueillent avec un immense soulagement en ce début de règne. Alors, l'épisode est un peu étrange, c'est sûr, mais il n'y a qu'une seule interprétation logique. Si Magnence s'embête à renverser une décision religieuse un peu obscure en plein milieu d'une guerre civile, ça signifie que ce n'est pas une affaire mineure pour lui. Alors, revenons brièvement sur la question religieuse pour notre période, puisque la question va vite devenir critique pour le sujet des Francs et des Mérovingiens. Pour ce qui est de l'Empire romain, on ne va rien vous apprendre sur le fait que le panthéon de l'Empire est vaste, très vaste même. Aux grands dieux gréco-romains classiques, les Zeus, les Apollons et les Mercures, se sont ajoutés un grand nombre d'autres divinités avec l'expansion des frontières romaines des derniers siècles. Les cultes polythéistes des autres régions de l'Empire n'ont pas été supprimés, mais bien intégrés ou acceptés au sein de l'Empire. Chaque région a gardé ses propres dieux et ses pratiques, plus ou moins associés progressivement à ceux des Romains, pendant que de nouvelles divinités orientales notamment prenaient carrément une ampleur gigantesque à l'ouest, comme Isis ou Mitra. En réalité, le polythéisme romain n'a fait que s'enrichir, sans jamais prétendre éradiquer les autres cultes polythéistes locaux. Parce qu'en réalité, ce grand syncrétisme n'embête pas spécialement le pouvoir, pas du tout même. En tout cas, tant que le culte impérial, qui lui aussi a pris de l'ampleur dès le début de l'Empire, trouve sa place dans ce grand ensemble. Alors, il est sans doute exagéré de faire de l'empereur un véritable dieu vivant pendant l'Empire romain. Mais au fil des années, les cultes impériaux ont fini par placer l'adulation de la personne de l'empereur comme centrale dans le système social de Rome. Oui, ok, je comprends. Et puis, arrière-pensée calculatrice ou pas, cette adulation est une pratique qui s'intègre assez facilement dans le polythéisme tolérant de l'Empire. Tout le monde peut garder ses dieux et ses pratiques, pas de problème. Donc on rend au César ce qui appartient au César, et que sa personne reste sacrée et respectée, les autorités romaines ne trouvent rien à redire aux spécificités religieuses de chaque province. Enfin, sauf pour les groupes réfractaires à ce grand syncrétisme, comme les juifs ou les chrétiens, et leur idée bizarre d'être strictement monothéisme. Mais à part ces doudingues et quelques éclairés zoroastriens en bord d'empire, le système assure une certaine cohésion de tous les autres peuples dans l'empire, en supprimant une des causes de friction des sociétés humaines. Mais quid des Germains et des Francs en particulier dans ce méli-mélo mystique de l'empire? Alors, c'est difficile de parler de la religion des Germains sans être dans des grandes généralités ou la caricature, car honnêtement, on ne sait quasiment rien de leurs croyances précises. Comme pour le reste de leur vie culturelle, sans écrit et sans monument en matériaux durables pour garder la trace de leurs pensées, on en est souvent rendu au témoignage des Romains. Donc, une vision assez floue, pour être gentil.
Un peu comme leurs lointains neveux scandinaves et dont la civilisation sera mieux documentée, les Germains sont aussi polythéistes. Des dieux dont les noms vont se retrouver dans la culture des peuples du nord de l'Europe, comme Wotan, le dieu suprême, ou Donner, le dieu de la foudre. Des divinités liées prioritairement aux éléments naturels et que les Germains adorent traditionnellement dans des endroits naturels particuliers, comme des bois ou des marécages sacrés. La tradition des sacrifices d'animaux, et même apparemment humains, reste encore bien vivace durant toute l'Antiquité chez les Germains. Cette pratique étant quand même particulièrement détestée par les Romains. Trucider tous les animaux possibles pour les dieux est acceptable dans l'Empire, mais des hommes, pas vraiment. Autre croyance bien répandue parmi les Francs, le chamanisme et les pratiques divinatoires. Un autre trait qui les caractérise donc, mais plutôt de manière péjorative chez leurs voisins du Sud, qui voient ça comme des pratiques un peu sauvages, franchement. Mais pour autant, la religion différente des Germains est-elle restée totalement imperméable à celle des Romains, notamment pour ceux vivant proche de la frontière ou côté romain? Probablement pas. Mais elle a dû garder une certaine spécificité quand même, en marge des croyances gréco-romaines classiques, même si c'est difficile à prouver avec certitude. Mais si les Romains ont su s'accommoder des divinités aussi diverses que le panthéon égyptien ou mésopotamien, on voit mal pourquoi les dieux germaniques et les pratiques religieuses spécifiques liées au culte des éléments naturels auraient perturbé Rome tant que l'ordre social était respecté. Donc en gros, tout le monde se fiche de savoir si vous priez Jupiter Mitra ou Wotan et Donar. On parle encore du dieu du tonnerre, hein, pas de celui des kebabs. Ouais, désolé. Mais l'idée est bien que tant que la position de l'empereur n'est pas challengée, alors tout va bien. Les Germains, notamment ceux qu'on a laissés dans l'Empire, en communauté genre les Lettes, ont sans doute dû continuer plus ou moins leurs pratiques religieuses sans trop de changements. Même si on a peu de traces concrètes archéologiques de leurs pratiques, vu que les Germains n'ont pas construit de sanctuaire durable. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais cela n'a probablement duré qu'un temps, vu que dès le IIIe siècle, il y a du changement de ce côté-là. N'est-ce pas, Xavier? Et même avant le IIIe siècle, vu que le bouleversement religieux le plus significatif du Bas-Empire, c'est quand même l'extension du christianisme à partir du 1er siècle. Une religion qui s'est développée à travers tout l'Empire en partant de la Judée et qui a pris une extension considérable malgré l'opposition radicale des autorités romaines dans les premiers temps. Opposition assez logique puisque le monothéisme exclusif du christianisme, comme celui du judaïsme, s'oppose carrément au culte de l'empereur. Le conflit était donc quasiment inévitable dès que le christianisme est sorti de sa relative obscurité de petite secte des premiers temps pour devenir un phénomène massif au troisième. Enfin massif, en tout cas dans les villes, et notamment en Orient et en Afrique. Le christianisme se transmettant initialement dans les centres urbains de l'Empire où la communication et les échanges sont intenses. Les campagnes, elles, ne sont pas tellement affectées ou avec beaucoup de retard par l'expansion de la nouvelle religion. Le IIIe siècle va donc être marqué par une augmentation des persécutions de certains empereurs qui tentent d'endiguer la vague de conversion. L'accumulation des désastres de l'époque fait parfois des chrétiens et de leur nouvelle religion les parfaits boucs émissaires pour les élites romaines déboussolées. Blâmer la pratique religieuse montante comme un affront aux dieux traditionnels va justifier la violence sporadique des autorités contre les chrétiens, jusqu'au règne de Dioclétien, si vous vous rappelez. Mais sans succès, en fait. Aucune de ces grandes vagues de brutalité ne vont fonctionner, ni même réussir à seulement freiner les progrès de la nouvelle foi. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'inverse qui se passe, car les marques de dévotion vis-à-vis de la religion impériale semblent baisser au IIIe siècle. Les habitants de l'Empire se tournant de plus en plus vers la nouvelle religion et le message des évangiles face aux troubles de l'époque et l'incapacité des empereurs à solutionner la crise. Le IVe siècle va s'ouvrir dès la prise de pouvoir de Constantin le Grand par un renversement total d'approche. Car Constantin non seulement décide d'autoriser le christianisme, mais en fait surtout la religion officielle de l'Empire. Alors, même si les récits tardifs font tout peser sur la bataille du pont Milvius en 313 et la grande croix que Constantin aurait vue dans le ciel comme signe du soutien divin dans la guerre civile, la transformation de l'Empire est sans doute plus complexe et plus progressive que cela en fait. Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient les raisons profondes de Constantin, que ce soit une véritable foi personnelle qui lui viendrait de sa mère
ou un calcul politique pour unifier l'Empire à terme avec une nouvelle religion en plein développement dans les lites urbaines à l'Est, Constantin combine sa prise de pouvoir avec la mise en place d'une politique impériale favorable aux chrétiens. Chrétiens dont il va s'entourer au sein de sa cour, mais sans pour autant persécuter les païens d'ailleurs. Bon, c'est clair, je te rejoins sur ce point. On voit mal Constantin forcer tout son empire à adopter la nouvelle religion de toute façon. En ce début de IVe siècle, la plupart des spécialistes s'accordent pour penser que moins de 10% de la population de l'Empire est convertie à la foi chrétienne. Lui qui était obsédé par l'unité de Rome après sa guerre civile de près de 15 ans, n'allait pas remettre le feu aux poudres pour des histoires de croyances. Sachant qu'une conversion obligatoire aurait été impossible à vendre de toute façon à son armée, majoritairement païenne. Quoi qu'il en soit, Constantin a fait son choix autour des années 310-320. Et c'est ça la grande affaire du IVe siècle. Finalement, ce n'est peut-être pas un hasard total si son fils Constant s'est caché dans une église à Elne, au pied des Pyrénées. Ah, en effet, ce n'est sans doute pas un hasard. Parce que Constant, poursuivi par les tueurs de Magnence, choisit logiquement une église comme dernier refuge au début 350, ou comme tombeau s'il avait gardé un minimum de réalisme. Et ce n'est peut-être pas un hasard non plus si Geiso, l'officier franc d'Empire, n'a apparemment pas hésité une seconde à le sortir de la Manu Militari pour le mettre à mort devant l'église. Car au IVe siècle, on l'a dit, l'armée recrute majoritairement des hommes des régions rurales, qu'ils soient romains ou germains d'Empire. Et les zones rurales sont à ce stade très peu christianisées, notamment en Gaule. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Le mot païen et le mot paysan ont la même origine lexicale en français moderne, avec le mot latin pagus, c'est-à-dire la campagne ou le pays. On peut faire le pari que la majorité de l'armée à ce stade, et notamment les francs d'Empire, sont donc des païens, chacun gardant sa propre pratique religieuse au sein de l'armée comme dans la société. Seuls les officiers supérieurs devaient avoir une proportion un peu plus conséquente de chrétiens dans leur rang, soit parce qu'ils venaient plus généralement de sphères sociales élevées connectées au monde urbain, là où la religion chrétienne était déjà bien présente, ou que par mimétisme social, les élites ont été plus ou moins incitées à copier la religion du prince pour se faire bien voir par Constantin et sa famille. Ouais, donc en résumé, on peut faire l'hypothèse qu'autour de 350, une partie seulement des officiers supérieurs de l'armée d'Occident, qu'ils soient romains d'origine ou germains d'Empire, doivent être chrétiens. Si les empereurs ont commencé à favoriser la nouvelle religion peu à peu, aucune éradication brutale des autres croyances n'a été engagée, ne serait-ce que pour ne pas se mettre à dos le reste de l'armée. Mais peu à peu, notamment sous ses fils, l'orthodoxie commence à s'imposer, d'où les premiers décrets anti-païens, comme l'interdiction des sacrifices nocturnes imposés par Constant dès les années 40. Et Magnence alors? Sait-on s'il était chrétien, païen, voire agnostique? À en croire les textes romains, Magnence est un païen convaincu, et son décret sur la réautorisation des sacrifices ne ferait que refléter ses propres convictions religieuses. Les auteurs du Moyen Âge vont carrément le décrire comme un adorateur de démons quelques siècles plus tard. Un des textes raconte même l'histoire d'une magicienne de son entourage, l'encourageant à sacrifier une vierge et à mêler son sang avec du vin pour créer une potion magique pour ses troupes. Rien que ça. Mais bon, on peut être un peu dubitatif quand même sur cette sorcière franque et, pour le coup, sur le sang de vierge à boire. Les horribles pratiques de Magnence sonnent moins comme des descriptions réalistes des croyances païennes du IVe siècle que comme une liste de crimes infamants pour noircir un personnage dans la société christianisée du Moyen Âge. Alors, la vérité sur Magnence? Franchement, avoir des certitudes sur cet homme, c'est mission impossible. Il aurait très bien pu être chrétien comme païen. Son origine sociale et ethnique, comme son rang, ne prouvent pas bien le cas dans un sens ou dans un autre, même si païen semblerait statistiquement plus probable. Mais dans le fond, peu importe. Le décret des pratiques nocturnes est intéressant, pas à cause de ce qu'il nous révèle des convictions personnelles de Magnence, mais plutôt de ce qu'il nous dit sur la situation. En 351, Magnence n'a plus trop d'espoir d'obtenir le soutien ou la reconnaissance de la part du très chrétien Constance II, qui s'est déclaré son ennemi mortel. Alors,
pourquoi devrait-il se fatiguer à essayer de lui plaire en adoptant une approche pro-chrétienne? Inversement, son empire d'Occident, lui, reste largement païen, et notamment son armée. Politiquement, le calcul est vite fait. Il y a bien plus à gagner à s'offrir un peu de popularité en faisant quelques gestes envers les vieilles religions encore pratiquées à l'Ouest, sans trop s'aliéner les chrétiens. Pour Magnance et sa clique, le seul véritable soutien de leur régime, un peu chancelant, c'est l'armée, quelles que soient leurs propres convictions religieuses. Il n'y avait aucune raison de leur part de brutaliser plus que les Constantiniens les convictions païennes de leurs soldats et de leur empire. Et inversement, tout a gagné à se faire passer pour les défenseurs des vieilles traditions, en lâchant du lest dans ce sens. Bon, Magnance n'a sans doute pas tué de vierges pour boire leur sang. À défaut d'être surpris, je suis limite un peu déçu. On ne saura sans doute jamais ses véritables convictions, mais ce qu'il y a de plus sûr, c'est que son positionnement pro-païen était logique pour s'assurer du soutien parmi la population ouest de l'Empire. Et ça, pour le coup, c'était un bon coup politique, un moyen d'unifier son empire et ses armées et de légitimer son coup d'État. Ça explique peut-être d'ailleurs le loyalisme indéfectible des Francs et autres Germains d'Empire qu'on va observer jusqu'au bout de son aventure. Donc, en résumé, une hypothèse probable serait qu'en 351, Magnance met le paquet pour solidifier son empire, alors que la guerre se rapproche. C'est bien ça? C'est clair. Magnance sait à partir de ce moment-là qu'avec la réunion des troupes du Danube avec les légions d'Asie, il va devoir se battre pour sauver son trône. En tout cas, arracher par la force à Constance II une reconnaissance qu'il ne lui donnera jamais volontairement. La priorité, en 351, c'est de s'acheter un maximum de soutien, alors que sa propre légitimité est tellement faible. Magnance va donc rétablir les sacrifices nocturnes que l'empereur précédent avait dû interdire comme pratique jugée un peu trop subversive. Une menace à la fois spirituelle et politique pour le pouvoir en place, en donnant l'occasion aux ennemis de tout poil de se réunir discrètement dans l'obscurité pour défier leur autorité. Pour un pouvoir désireux de réunifier l'Empire sous une même religion et une même autorité, une telle pratique devait forcément être interdite. Magnance prend donc le contre-pied en espérant trouver du soutien chez tous les mécontents des Constantiniens. Et puis il lance une grande propagande, insistant sur le remplacement d'un régime corrompu et incompétent. Les proclamations à sa gloire le présentent, comme on l'a dit dans ses pièces de monnaie, comme le libérateur du monde romain ou le sauveur des soldats et des provinciaux. Des pièces de monnaie sans ambiguïté sur le programme de l'empereur Magnance que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux. Ouais. J'imagine d'ici le discours. Le changement, c'est maintenant. Et moi, empereur. Ah non, désolé. Je m'emballe et je mélange un peu les époques. Mais oui, Magnance se présente comme l'homme providentiel qui va remettre l'Empire d'aplomb, que ce soit religieusement ou sur les autres aspects. Il faut faire oublier son manque total de légitimité en présentant Constance II et son régime comme corrompus et éloignés des vraies valeurs historiques de Rome, que, bien sûr, Magnance lui seul peut faire revenir. Magnance, en effet, épouse une adolescente du nom de Justine, une jeune fille noble qui probablement serait une descendante de Constantin le Grand ou d'un de ses frères. Sans doute pas un mariage d'amour, avec une petite quarantaine d'années d'écart entre les deux tourtereaux, mais un mariage qui sert probablement à renforcer la légitimité de Magnance en l'arrimant à la famille régnante. De gré ou de force, et probablement de force. Et oui, à l'époque, on n'était pas encore à l'ère de MeToo. En tout cas, sans trop s'embarrasser du consentement, Magnance épouse l'adolescente Justine alors qu'il a probablement déjà une cinquantaine d'années. Et puis, il n'y a pas qu'une politique parallèle aux tentatives de légitimation à l'Ouest, car Magnance va tenter le tout pour aussi déstabiliser Constance II à l'Est. On apprend notamment qu'il fait des ouvertures vers l'évêque d'Alexandrie, un certain Athanase. C'est un homme considérable à l'époque, sans doute l'un des évêques les plus puissants et les plus célèbres de l'Empire. C'est aussi l'opposant numéro un de Constance, dont il dénonce l'arianisme, une vision non orthodoxe de la foi chrétienne que soutient l'empereur et qui va déchirer le monde occidental pendant encore quelques siècles, mais on en reparlera. En envoyant deux évêques occidentaux pour négocier le ralliement d'Athanase, ce qui d'ailleurs est assez cocasse pour un soi-disant païen buveur de sang de vierge, mais passons,
Magnence tente de s'allier avec la frange orthodoxe de l'Église qui a rejeté l'arianisme et qui, elle, est plutôt bien implantée à l'ouest. Une alliance surprise qui pourrait mettre toute une partie du christianisme et de sa hiérarchie dans son camp, à l'ouest comme à l'est. Athanase, qui a déjà assez de problèmes avec l'empereur d'Orient du fait de son opposition, ne va pas donner suite aux ouvertures de Magnence et conservera ainsi sa tête à l'heure du bilan. Et la stratégie de la cinquième colonne religieuse côté Est ne va pour le coup pas fonctionner du tout. Par contre, cela nous permet de méditer sur les véritables convictions spirituelles de Magnence et de son gouvernement, tout de même. Au final, on a quand même l'impression que Magnence tente le tout pour déstabiliser Constance avant leur hache et renverser une situation qui lui paraît défavorable. Que ce soit dans sa propagande, dans ses offres de mariage ou dans sa politique religieuse, il fait feu de tout bois, pas à une contradiction près pour sécuriser son trône. Sauf que début 351, rien de tout cela n'a trop bien fonctionné. Constance II est toujours en train de réorganiser son immense armée quelque part en Illyrie, et cette menace ne peut être contrée que par une armée tout aussi imposante. À ce stade, Magnence sait qu'il n'y a qu'une seule solution. Lui aussi doit bâtir une armée énorme pour faire plier Constance II. D'où sa décision de ramener les meilleures troupes de l'Ouest, que ce soit des troupes romaines, des Saxons ou des Francs d'Empire, comme des contingents de Germains libres. Au total, une armée de dizaines de milliers d'hommes qui s'assemblent sous ses ordres quelque part au pied des Alpes juliennes. On peut s'interroger sur les vraies raisons qui ont conduit les armées de l'Ouest à suivre Magnence dans son entreprise, alors qu'on peine à bien distinguer quelle est sa politique précise durant l'année 350 et début 351, sinon d'essayer de rester sur le trône. La question de la religion et la possibilité de voir un empereur défendre les croyances et les traditions des hommes de l'Ouest, notamment les troupes de Germain d'Empire, est une possibilité, même si cela semble difficile de le croire comme raison unique ou même principale, vu que le paganisme n'était pas encore vraiment persécuté à ce stade. Magnence a joué cette carte avec le décret des sacrifices nocturnes pour galvaniser son empire derrière son coup d'État, mais pas sûr que ça a été très décisif. Et puis, il y avait le vieux ressenti de l'armée contre Constant Ier, qui semblait définitivement détesté par la Légion, que ce soit les soldats ou les officiers. Son caractère et son dilettantisme ont dû jouer contre lui. Les témoignages qui le font passer pour un empereur un peu jouisseur et pas trop engagé dans la défense des frontières ont très bien pu lui valoir une solide détestation de la troupe. Après tout, Magnence, par son origine sociale et culturelle, comme par ses talents militaires, avait peut-être plus de crédit auprès des soldats désireux de suivre un chef prestigieux et issu de leur propre région. Mais quoi qu'il en soit, il y a une raison plus prosaïque à ne jamais négliger. Magnence et sa clique ont peut-être su galvaniser leurs troupes avec le plus vieux moyen à disposition des empereurs romains. Car on apprend que Magnence, juste après le meurtre de Constant, a fait distribuer des bonus à la troupe et leur a promis de grandes récompenses à la fin de la guerre. Soyons réalistes, les légions comme les troupes barbares sont avant tout des mercenaires qui se battent pour du butin et la fortune que leur garantit leur général. Si le nouvel empereur se remet à dépenser sans compter pour l'armée, il n'est pas évident que d'autres facteurs plus compliqués soient vraiment rentrés en ligne de compte. Début 351, Magnence a vraiment tout tenté pour solidifier son trône politiquement et religieusement, et s'acheter autant de légitimité que possible, avec un succès tout relatif. Et c'est maintenant, avec toute son armée réunie au pied des Alpes, qu'il s'apprête à jouer le tout pour le tout. Car de toute façon, comme on le dit dans l'Empire à l'époque, Alea iacta est. Et il est trop tard pour reculer, car au printemps 351, Constance a lui aussi fini de mettre son armée en ordre de bataille, quelque part en Serbie actuelle. Et apparemment, au concours de celui qui a la plus grosse, c'est sans conteste Constance II qui l'emporte, et qui domine avec toutes les ressources de l'Est et du centre de l'Empire derrière lui. Et apparemment, il disposerait du double d'hommes à sa disposition. Maintenant, potion magique à base de sang de vierge ou pas, l'équation se simplifie carrément pour Magnence et ses hommes. Et il n'y a plus qu'une seule règle qui vaille, la loi du plus fort. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens,
le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.